Voilà, bonjour à tous. On voit que ça continue de rentrer. Pour l'instant, nous sommes une vingtaine de participants. Nous allons encore attendre quelques minutes et on commencera vers 11 heures comme prévu. À tout de suite. Voilà, nous allons bientôt commencer. On se laisse encore 2 minutes d'attendre les derniers arrivants. Nous sommes toujours une vingtaine de participants pour l'instant. Voilà, bonjour à tous. Il est 11 heures. On attend peut-être encore 1 minute. Je vois que ça continue de rentrer. Nous sommes 25 participants pour l'instant. Voilà, alors sans plus attendre, on va commencer. Je ne vois plus sur mon écran combien de participants nous sommes, mais je suspecte que nous soyons une trentaine. On vous dira ça après. J'espère que vous allez tous bien. Je vous accueille au nom de Promotion Santé Suisse ce matin par ce magnifique temps extérieur. Ça prolonge un peu l'été. J'espère que vous allez tous bien. On va passer plus ou moins 1 heure ensemble avec un programme assez riche. On commence avec cette première série de webinaires. Nous avons 6 webinaires prévus jusqu'à la fin de l'année avec le thème télétravail, pourquoi et comment. Le thème de ce matin est motivation, enjeux et culture favorable au télétravail. Nous avons des invités avec nous. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie.
et je vous propose qu'on aille droit dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle David Grandjean, je suis responsable de la sensibilisation et de la diffusion chez Promotion Santé Suisse, en charge également de la Suisse romande, raison pour laquelle ce matin je modère ce webinaire, cette première série de webinaires. Je profite de l'occasion pour vous dire que si vous êtes intéressé à profiter des autres webinaires, il y en a 6 jusqu'à la fin de l'année et vous trouvez tout ça sur notre site internet. Quelques bonnes pratiques avant de commencer. Vous avez l'opportunité de poser des questions dans le chat. On fera notre possible pour y répondre dans une partie de questions-réponses à la fin du webinaire. Si on viendrait à ne pas pouvoir répondre à toutes, vous aurez aussi l'accès à un email pour les poser. Ensuite, cette présentation sera disponible sur notre site internet, normalement dans l'après-midi, vous pourrez la visiter. Et puis, nous allons également faire un replay. Concernant l'événement qu'on vous a concocté ce matin, donc pour ma part, je vais quand même vous exposer rapidement Promotion Santé Suisse et vous expliquer ce qu'on fait et notre mission. Nous avons après la chance d'accueillir Annie Wellen, qui est une conseillère accréditée Promotion Santé Suisse, qui nous parlera des motivations, des enjeux et cultures favorables au télétravail. Et nous avons également un reference case avec Bertil, qui nous vient de Terre des Hommes et qui nous expliquera aussi comment ils ont vécu tout ça et comment ils recommandent le télétravail. Et on finira par une petite évaluation, parce que ça nous tient à cœur également d'apprendre et de voir si on est dans le juste avec ce qu'on vous propose ou si on doit adapter certaines choses pour la suite des webinaires. Je vois que ça continue de rentrer. Nous sommes en effet une trentaine de participants, donc je salue les nouveaux arrivants. Alors, Promotion Santé Suisse, justement, j'y viens. Je vous fais une brève introduction. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une fondation de droit privé. On a une mission. Notre mission, c'est d'améliorer la santé de la population suisse. On a différents axes. On travaille avec les cantons. Et ce matin, nous allons parler du deuxième axe qui touche la gestion de la santé en entreprise. Et c'est ce que je vais vous présenter dans les slides qui viennent. Alors, nos activités dans la gestion de la santé en entreprise, vous les avez devant l'écran. Je vais me concentrer ici sur 3 aspects. Premier, c'est de définir des standards de GSE à travers un label qui s'appelle Friendly Workspace, sur lequel vous pouvez mesurer aussi votre état de gestion de santé en entreprise. On fait beaucoup de sensibilisation, ça passe par ce genre de webinaire ce matin, mais on a également beaucoup d'événements que vous trouvez sur notre site internet pour créer une communauté, amener une communauté au sein de la gestion de la santé en entreprise. Et puis, on offre également des formations pour les gens qui souhaiteraient se former au sein des entreprises, mais également les conseillers qui sont pour nous après accrédités. J'y viendrai un peu plus tard là-dessus. Alors, on parle de télétravail ce matin, mais on se devait quand même de vous rappeler rapidement la définition du stress pour nous. Pourquoi le stress? Alors, le stress, c'est un déséquilibre entre contraintes et possibilités. Vous avez à gauche les contraintes qui vous concernent et à droite les ressources, possibilités. C'est quand il y a un déséquilibre entre ces deux aspects que l'on peut vraiment parler de stress et que l'on peut parler de difficultés à gérer au quotidien. J'ai la chance et l'honneur ce matin de vous présenter notre nouveau Job Stress Index, qui est un index qui sort chaque 2 ans, qui vient de sortir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu dans la presse. C'est vraiment une image de la population suisse et du niveau aussi de stress par rapport au travail. Donc là, c'est des toutes nouvelles données, elles sont toutes fraîches, elles viennent d'arriver et vous avez à gauche les proportions des personnes actives, donc 5,1 millions de personnes actives en Suisse. Et nos estimations montrent que 29,6% se trouvent dans une zone critique, 45,5% dans une zone sensible et 25% dans une zone favorable. À savoir que les mesures qui ont été prises il y a 2 ans, si on regarde la zone critique, nous étions à 27,1%. Donc, on voit malheureusement une augmentation
des zones critiques pour les personnes actives. À droite, je voulais vous montrer également les proportions des personnes actives en fonction de leur âge et surtout vous démontrer que les jeunes souffrent plus que les seniors ou que les personnes actives. Alors, pas plus parce qu'il y a aussi des gens qui souffrent, bien entendu, mais on voit quand même qu'il y a une proportion plus importante chez les jeunes, raison pour laquelle on va lancer une campagne cette fin d'année, j'y viendrai juste après. Et juste pour finir, tous ces chiffres ici vous démontrent que 43% des nouvelles rentailles sont malheureusement dues, sont malheureusement dues à des maladies psychiques. Et tout ça coûte environ 6,5 milliards aux employeurs. À savoir que selon les nouvelles données du Job Stress Index que je n'ai pas pu mettre à jour ici, nous sommes montés à 7,6 milliards. Donc, ça coûte extrêmement cher à la collectivité et aux entreprises. Raison pour laquelle il faut faire quelque chose et il faut mettre en place des gestions de santé en entreprise. Je vois que ça continue de rentrer, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent avec un peu de retard. Donc, les arguments en faveur de la gestion de la santé en entreprise, pourquoi on est d'avis que vous devriez faire le pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est qu'après avoir mis une gestion de la santé en entreprise systématique, on constate 2,6 jours de moins d'absence par année par collaborateur et ça représente environ 8 000 francs de perte de productivité en moins par année par collaborateur. Et surtout, les gens, après avoir fait des sondages, se disent 25% moins stressés après les interventions. Alors, brièvement, avant qu'on passe à Annie et au cas qui nous intéresse aujourd'hui par rapport au télétravail, je voulais profiter de l'occasion pour vous amener en quelque sorte une big picture des instruments, parce que c'est important pour vous de savoir qu'est-ce que fait Promotion Santé Suisse. Donc, pour une entreprise qui serait intéressée à faire le pas et à mettre en place une gestion de la santé en entreprise, il y a une première étape qui s'appelle Job Stress Analysis, qui est vraiment une image de votre entreprise par rapport aux contraintes et aux ressources de vos différents départements. Et c'est vraiment très intéressant pour prendre conscience s'il y a quelque chose à faire ou si l'état de l'entreprise est bon. Ensuite, il y a des formations continues avec Friendly Workspace Academy qui sont mis à disposition pour les entreprises qui aimeraient construire un know-how dans le domaine de la gestion de la santé en entreprise. Nous avons également un outil qui s'appelle Friendly Workspace Office qui vous permet de concevoir un environnement de bureau favorable. Je parlais avant des jeunes, on lance cette fin d'année une campagne très intéressante sur Friendly Workspace Apprentice pour aider les responsables d'apprentissage à accompagner les adolescents et éviter des maladies psychiques trop conséquentes. Et je finirai par un super produit qui a été développé pendant le confinement qui s'appelle Team Time, qui est un produit pour justement vous aider à travailler depuis chez vous, comme on parle aujourd'hui du télétravail. Et je vous le présenterai plus en détail lors du prochain webinaire qui est agendé sur septembre et je vous donnerai aussi déjà quelques chiffres par rapport aux outils. Mais si vous voulez dans l'intervalle le visiter, vous allez sous www.teamtime.ch. Vous pouvez utiliser l'outil, vraiment créer aussi pour votre équipe. Vous verrez, c'est vraiment très bien fait. Avant de continuer, une dernière chose, tous ces outils ici sont assez complexes et c'est pourquoi on a mis en place depuis quelques années une collaboration étroite avec des conseillers accrédités que nous avons formés, qui sont en quelque sorte notre réseau de distribution et qui sont là aussi pour vous accompagner si vous partez de zéro et que vous avez besoin d'aide pour vous structurer à l'interne. Tout ça se trouve aussi sur notre site internet. Et Annie Wellen, qui va vous présenter après le sujet de ce jour, est justement une conseillère accréditée, Promotion Santé Suisse. Nous avons un label qui est en quelque sorte la pointe de l'iceberg de ce que je viens de vous montrer. Ce label se nomme Friendly Workspace. Vous pouvez le comparer à une certification ISO pour la qualité, à savoir que c'est vraiment le label de référence et de qualité pour le domaine de la gestion de la santé en entreprise. Donc, ça implique passablement de choses à mettre en place chez vous et il y a un assessment qui est fait pour obtenir la labellisation. Pour ceux qui sont intéressés, vous trouvez aussi plus d'informations sur friendlyworkspace.ch. Voilà, maintenant j'arrive à une petite partie interactive. J'espère que vous ne dormez pas et que vous êtes toujours
bien avec nous. On est intéressé de savoir dans quel secteur vous travaillez. Sauf erreur, il y a un questionnaire qui va apparaître sur l'écran, exactement. Donc, vous pouvez, une première question, quelle est la grandeur de votre entreprise? Et une deuxième question, dans quel secteur travaillez-vous? Donc, vous pouvez sans autre. Je vois que ça commence à rentrer, c'est intéressant. Donc, on trouve des petites entreprises comme des plus grandes. C'est le but aussi de ce genre d'événement. C'est parfait. Donc, ça, c'est pour la première question. On a quand même une majorité d'entreprises moyennes de 250 à 1000 collaborateurs. Et on a 4 entreprises qui sont plus des PME, si on veut bien dire ça ainsi. Donc, vous pouvez continuer et on va lancer gentiment la deuxième question aussi pour savoir dans quel secteur vous travaillez. Voilà, je laisse encore quelques minutes. Vous êtes encore en train de consulter les questions. On est à 72% de votes, donc c'est bien. C'est bien. On vous laisse encore quelques secondes. Corinne, je te laisse me faire signe quand tu penses que je peux passer plus loin. Christelle a demandé si nous aurons le support de la présentation à l'issue de la formation. Donc, je confirme qu'elle sera disponible sur notre site Internet. On a encore des personnes qui nous rejoignent. Et je confirme donc également que la majorité des entreprises présentes ce matin sont entre 250 et 1000 employés. On vous remercie d'avoir participé à ce sondage et je propose de passer plus loin et de continuer dans le webinaire. Voilà, alors on arrive à la partie qui, à mon avis, vous intéresse le plus, en espérant quand même que vous ne vous êtes pas embêté avec ce que je viens de vous raconter. Je vais passer la main à Annie Wellen, qui est donc une conseillère accréditée promotion santé suisse. Annie Wellen est une amoureuse de la nature, m'a-t-elle dit juste avant, pour que vous appreniez à la connaître un peu plus. Et elle vient de la région lausannoise, de la côte vaudoise. Voilà. Annie, je te laisse la parole et je reviendrai juste après. Merci beaucoup, David. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Alors, avec mes invités, j'aurai le plaisir d'animer les 2 ou 3 prochains ateliers et webinaires en ligne qui auront lieu et qui sont organisés par Promotion Santé Suisse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, je ne peux pas passer les slides. Est-ce que vous pouvez me donner la main sur les slides, s'il vous plaît? Voilà, je crois qu'on va pouvoir y arriver. Voilà, j'aurai le plaisir de vous accompagner dans 3 webinaires dans le courant de septembre et d'octobre. Ce sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui concerne les motivations, les raisons pour lesquelles les entreprises ou les organisations souhaitent mettre en œuvre ou pérenniser le télétravail, quelles sont les plus-values attendues et quelles sont finalement les cultures de travail ou de leadership qui sont favorables à l'équilibre et donc à la santé. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir le témoignage de Bertie Descamps tout à l'heure. Alors, dans les raisons qui sont émises par les entreprises pour mettre en œuvre ou pérenniser ce télétravail, eh bien, c'est bien sûr un bénéfice pour l'entreprise elle-même, un bénéfice pour les collaborateurs et collaboratrices, et aussi un bénéfice souvent en termes de responsabilité sociale d'entreprise et plus particulièrement sur des aspects écologiques. Ça, ce sont les raisons les plus facilement ou les plus évidemment émises. Certaines entreprises parlent aussi de leur souhait d'une meilleure proximité, d'une meilleure satisfaction client et partenaire, raison pour laquelle le télétravail serait aussi favorable. Alors, si l'on regarde les bénéfices attendus pour l'entreprise et les collaborateurs et collaboratrices des organisations que vous représentez,
Il y a bien évidemment des aspects déjà de productivité. Il y a une attente de gain, ou en tout cas une stabilité de la productivité qui est attendue via ce mode d'organisation du travail, mais aussi un certain nombre d'économies, économies d'échelle, privées. Alors, il y a aujourd'hui très très peu d'études de terrain qui ont été faites à grandeur réelle qui ont permis de valider ou de vérifier si ces attentes pouvaient être comblées. Il y a une étude sur laquelle je me suis basée et dont la méthodologie était suffisamment scientifique pour permettre de prendre ces conclusions comme, en tout cas peut-être pas généralisables, dans l'absolu, mais intéressante. Et il s'agit d'une étude qui s'est développée, qui s'est menée au sein de l'entreprise C-Trip et qui a été faite par l'Université de Stanford aux États-Unis. Vous trouverez les références dans les slides de tout à l'heure. Lors de cette étude, il a pu être démontré que le gain de productivité pouvait se monter jusqu'à 13%. Autrement dit, que les personnes en télétravail pouvaient être plus efficaces que les personnes en présentiel sous un certain nombre de conditions. Et il a été aussi démontré que l'équilibre vie professionnelle et vie privée était plutôt favorable en télétravail. Cependant, pour que ces facteurs se vérifient ou pour que ces attentes se comblent, il y avait un certain nombre d'éléments ou de facteurs de succès à valider. Ces 13% de productivité en plus se sont concrétisés via deux canaux. Pour 9% de ces 13%, il s'est agi de moins d'absentéisme, donc les personnes en travail à distance étaient moins fréquemment absentes, mais aussi de minutes de plus passées au niveau du travail. Autrement dit, plus de temps travaillé et moins de pauses. Alors, ça parle effectivement positivement en termes de productivité, mais ça pose peut-être question à long terme sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Par ailleurs, les personnes en télétravail dans cette étude ont été plus satisfaits de leur travail et l'on a aussi pu observer une réduction du taux de rotation du personnel de plus de 50% sur la durée de l'étude qui a été de presque une année pour environ 1000 collaborateurs. Donc on peut attendre effectivement cette productivité accrue, on peut attendre aussi ce meilleur équilibre, pour autant que ces fameux 3 facteurs de succès soient présents. Et les 3 facteurs de succès qui ont été identifiés, c'est déjà la question du choix. Est-ce que les collaborateurs ont le choix de travailler à distance ou non? Et ce n'est pas un choix qui se fait une fois pour toutes. Lors de cette étude, un point de situation a été fait au bout des 9 à 12 mois qu'a duré l'étude, avec la possibilité pour les collaborateurs qui avaient fait un premier choix, soit de rester au bureau, soit de télétravailler, de reconsidérer ce choix. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'à peu près la moitié des collaborateurs ont changé d'avis. Pour ceux qui télétravaillaient, certains ont souhaité revenir au bureau, et pour ceux qui ont vécu cette période du bureau, ont eu envie de tester le télétravail. Donc la question du choix était centrale dans finalement le comblement de ces attentes de productivité et d'équilibre vie professionnelle et vie privée. Le second facteur de succès a été l'infrastructure. Infrastructure en termes de pièces dédiées à la maison, donc ni le salon, ni la chambre à coucher, pour télétravailler dans des bonnes conditions. Il s'agit de l'équipement à disposition et puis de la qualité de connexion et de la qualité Internet, en particulier pour les activités qui devaient se faire en streaming. Dans l'étude que je vous ai mentionnée, il y avait quand même jusqu'à la moitié des personnes qui ont souhaité travailler à distance qui ne disposaient pas a priori de ces infrastructures. Et donc là aussi, c'est un enjeu pour cette productivité et pour cet équilibre. Le troisième facteur de succès qui va permettre de combler les attentes en termes de productivité et d'équilibre, ce sont les enfants. À savoir aussi que dans les cas où il y avait des enfants, en particulier d'âge préscolaire, à la maison en même temps, eh bien, on n'a pas pu obtenir ces gains de la même manière.
On a aussi parlé des économies. Alors, il y avait une attente, évidemment, de réduire les coûts. Cette attente ne pourra être comblée que dépendamment du format adopté par le télétravail. Pour les entreprises qui choisissent un format fixe, c'est-à-dire des jours fixes pour tout le monde tout au long de l'année, c'est une possibilité de réduire les espaces. Par contre, pour un format de télétravail plus à la carte, où les jours peuvent changer, où le nombre de jours par semaine à distance peut changer, là, les économies ne pourront pas nécessairement se faire sur les espaces de travail, mais pourront éventuellement se réaliser dans d'autres domaines. Dans l'étude mentionnée tout à l'heure, qui s'est déroulée chez Ctrip, il a été constaté une possibilité jusqu'à 2 000 $ par employé et par année de réduction de coûts. Un tiers de cette somme était en lien avec les gains de productivité exprimés tout à l'heure, explorés tout à l'heure, donc cette réduction de l'absentéisme, cette réduction du turnover, et 2 tiers étaient en lien avec la réduction des espaces. Donc voilà, ces gains ou ces économies réalisées ne pourront réellement l'être qu'en fonction des 2 premiers critères que nous venons de discuter. Il y a aussi eu des reportings de diminution de coûts en termes d'électricité ou de consommables dans les bureaux, autrement dit au siège des entreprises concernées, mais aussi avec un possible report de ces charges financières sous d'autres formes, par exemple pour améliorer les infrastructures à distance, autrement dit au domicile des collaborateurs. Il y a certaines entreprises qui nous ont rapporté avoir converti, par exemple, l'allocation de transport initialement assignée à l'équipement en infrastructure au domicile. Au niveau des autres parties prenantes, il a aussi été évoqué que le télétravail pouvait être favorable aux clients et partenaires. Alors, en termes de qualité des biens et des services fournis, l'étude mentionnée tout à l'heure permettait en tout cas de ne voir aucune différence, aucune dégradation de la qualité de ces services par le mode d'organisation de télétravail. Cependant, il faut se souvenir que le type de tâche qui a été exploré et étudié dans cette étude était des tâches relativement simples, autrement dit des tâches aussi que chaque collaborateur pouvait assumer et remplir indépendamment de ses collègues, autrement dit qu'il ne demandait aucune interaction avec d'autres collègues. Nous en parlerons un peu plus en détail dans le webinaire du 22 septembre, mais la nature des tâches va aussi jouer un rôle finalement dans la qualité et les délais, le respect des délais vis-à-vis de la clientèle et des partenaires de votre entreprise. En termes de responsabilité sociale d'entreprise, nous avons entendu 2 raisons pour lesquelles les organisations de travail souhaitaient favoriser le télétravail. Il s'agissait principalement de raisons écologiques, avec une intention de réduire l'empreinte carbone, et puis un peu moins souvent de considérations plutôt de responsabilité sociale d'entreprise liées à la communauté, autrement dit aussi aux familles des collaborateurs et collaboratrices de votre entreprise. Sur le premier point, qui est l'écologie, alors évidemment, on anticipe une réduction des déplacements, une réduction de la concentration des personnes aux heures de pointe sur les routes. Donc, on imagine finalement une réduction des émissions de CO2. Dans la réalité, il s'avère que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il y a de nombreux effets rebonds potentiels. Parmi ces effets rebonds, on a identifié le fait, par exemple, de rendre plus acceptables des plus longs trajets pour se rendre au travail. En effet, il y a une proportion non négligeable des collaborateurs qui basculent vers un télétravail relativement fréquent et régulier, vers des domiciles peut-être un peu plus loin de leur lieu de travail, ce qui rallonge du coup les transports et donc réduit finalement le bénéfice attendu en termes de réduction des déplacements. Il y a aussi l'effet lié au fait que ne pas se déplacer pour aller au travail gagne du temps et que ce temps peut être réinvesti dans les loisirs
et que la nature de ces loisirs, finalement, pourrait ne pas être aussi écologique que possible. Le troisième effet rebond qui a été étudié, c'est celui de la pollution numérique. Il ne faut pas oublier que finalement, toute notre infrastructure virtuelle est soutenue par une infrastructure physique et que cette infrastructure physique consomme beaucoup, consomme des matières premières liées à la fabrication de nos technologies de la communication, mais consomme aussi énormément, par exemple, en termes d'émissions de CO2. Par exemple, tout le streaming qui a pris une énorme importance pendant la période de semi-confinement a représenté entre 4 et 7% des émissions en Suisse pendant cette période. Il y a un deuxième élément qui illustre cet effet rebond lié à la pollution numérique, c'est finalement l'empreinte carbone d'un email d'un mégaoctet. On a des études qui ont cherché à le quantifier et on sait par exemple aujourd'hui que chaque email envoyé coûte 20 grammes d'équivalent CO2 ou 25 Wh. En 2019, il y a eu 293 milliards d'emails par jour envoyés. Donc voilà, si l'on veut brosser un tableau plus général du secteur numérique, une étude de 2013 a considéré que dans son ensemble, ce secteur était tout aussi émetteur de CO2 que l'aviation civile. Donc voilà, l'intention écologique est souvent bien présente dans les entreprises, mais il vaudrait la peine de vérifier si elle se concrétise réellement par une réduction de l'empreinte carbone des entreprises. Le dernier volet qui a été relativement peu finalement considéré, mais qui devrait faire partie de la réflexion autour de cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée, c'est la famille. Et dans une toute récente étude effectuée par le Bureau fédéral de l'égalité en juin de cette année-là, une personne sur 5 interrogées a exprimé le fait que le mode d'organisation à distance du travail avait eu des conséquences négatives sur le ménage en termes de tensions accrues au niveau de la famille, en particulier sur les deux volets que sont la garde des enfants préscolaires surtout et la répartition des tâches ménagères. Voilà pour les motivations et intentions. Maintenant, chacune d'entre vous travaille dans une entreprise, une organisation de travail qui a un certain nombre de cultures déjà présentes, qu'elles soient de travail ou de conduite. Et cette culture, cette manière de penser et d'agir ensemble, elle est difficile à prescrire. Elle se construit dans le temps, elle va constituer l'ADN finalement des équipes et des entreprises. Et pour qu'elle puisse perdurer, qu'elle puisse se renforcer, qu'elle puisse être vécue et servir de sentiment d'appartenance aussi pour les personnes à distance, eh bien, il va falloir se voir pour la construire, se voir pour la renforcer. Ça veut aussi dire qu'on ne peut pas toujours télétravailler, qu'il y a une dose de télétravail favorable à l'adéquation avec la culture de travail et de conduite de vos organisations. Ce qui fait aussi qu'on va devoir réfléchir en termes de formalisation de ce nouveau mode d'organisation du travail, mais aussi en termes de formalisation, de degré de formalisation de votre culture actuelle. On entend par formalisation le degré auquel finalement vos activités, que ce soit bien ou service, sont décrites explicitement sur divers supports ou au travers de vos processus, de vos procédures, de vos marches à suivre. Quel est le bon degré de formalisation pour que le télétravail se déroule de la meilleure des manières possibles? Alors, ce degré de formalisation va bien entendu aussi dépendre de la nature même de votre activité, de votre branche d'activité. On ne formalise pas les activités de la même manière dans une compagnie d'assurance, par exemple, que dans une PME liée à la communication et à la créativité, à l'innovation. L'autre facteur qui va influencer sur ce degré de formalisation, évidemment, c'est le degré auquel les exigences qui sont attendues, par exemple, en matière de traçabilité, en matière de reporting,
en matière de respect d'un certain nombre de normes, de règlements ou d'exigences, de systèmes qualité. Il y a des entreprises qui ont la nécessité d'être très formalisées, d'autres un peu moins sur ce plan-là. Et puis, il y a aussi la nature des tâches elles-mêmes qui vont nécessiter plus ou moins de formalisation. Plus ces tâches vont être complexes et nécessiter l'interaction de plusieurs acteurs, plus il sera quand même intéressant de formaliser un bout la manière dont on va interagir lorsqu'il y a des personnes à distance et au travail. Le bon dosage va être défini pour chaque organisation. Trop de latitude peut générer de l'incertitude, peut aussi générer le fait de ne pas savoir quelle décision prendre à quel moment. Trop peu de latitude, trop peu d'autonomie peut créer un problème d'écart entre ce travail qui est très prescrit et le travail réel, qui, s'il est vécu à distance, va générer peut-être des biais ou des écarts par rapport à la bonne manière de faire. Trop peu d'autonomie va aussi avoir un impact sur la responsabilité de chacun par rapport à l'action, par rapport à l'initiative, par rapport à l'innovation, à la créativité ou à l'amélioration continue. Voilà, donc il s'agira de trouver pour chacun d'entre vous le cadre qui permet à la fois une flexibilité et une autonomie des collaborateurs, tout en apportant un sentiment de sécurité, un contenant qui réduit l'incertitude par rapport au travail et en permettant aussi à votre culture d'entreprise de garder son identité et son ADN. L'autre culture de travail qu'il va falloir considérer, c'est la culture de conduite, la culture de leadership. Voilà, pardon, excusez-moi. Ici aussi, la culture préexistante va être assez déterminante par rapport à la manière dont sera vécu le télétravail, à la fois pour les managers qui resteraient sur site que pour les collaborateurs à distance. Donc, c'est un mode d'organisation du travail qui n'est pas seulement une nouvelle manière de travailler, mais c'est aussi une nouvelle pratique managériale. En Suisse, nous sommes face à des styles de leadership qui sont encore relativement hiérarchisés et dans lesquels la notion de contrôle ou de vérification est encore très présente. Or, on sait, par le biais d'une étude qui a été faite il y a quelque temps par le SECO, par rapport aussi à la question du stress au travail, qu'il y a certains comportements de la hiérarchie qui sont favorables à l'équilibre ou à la santé. Et ces comportements vous sont listés sur cette slide. Il s'agit du respect envers chaque collaborateur et collaboratrice. Il s'agit de la possibilité de leur donner régulièrement des commentaires sur le travail qui est effectué, de la gestion des relations, voire des tensions, des conflits, de la possibilité de participer aux décisions importantes qui se jouent par rapport aux activités qui sont effectuées, par rapport au soutien qui est attendu de la part de chaque collaborateur et enfin par rapport à la planification et à l'organisation du travail. Vous voyez que dans ces comportements ou conduites favorables à l'équilibre et à la santé, une grande partie ne concerne pas finalement la coordination de l'activité, qui est bien sûr évidemment un socle nécessaire, mais concerne surtout des aspects plutôt de l'ordre du leadership, du relationnel, de l'interactionnel. Or, à distance, ces éléments vont être fortement questionnés, ou en tout cas, il va falloir trouver de nouvelles manières de pouvoir accompagner, soutenir, donner du retour aux collaborateurs sur leur activité, sans avoir la possibilité finalement de les avoir sous la main ou sous les yeux au quotidien. Il y a une anecdote qui me revient en tête de ce printemps où effectivement il y avait eu une tension générée lors d'une visioconférence d'organisation des tâches entre deux collaboratrices d'une équipe et que la manager de cette équipe n'avait pas du tout perçu. Donc, il a fallu un retour d'une tierce personne en disant voilà ce qui s'est produit, voilà les incertitudes que ça a généré, voilà les questions que cette personne derrière son bureau à la maison se pose sur l'interaction qui s'est déroulée.
Et ça a généré finalement une tension probablement beaucoup plus importante que ce qu'elle aurait été si ces 3 personnes avaient été au bureau lorsque ça s'est déroulé. Voilà, ce qui nécessite pour les cadres, les responsables d'équipe, une nouvelle manière peut-être de voir les choses sur ce plan-là. 3 messages clés peut-être à se souvenir avant que je donne la parole à Bertie Descamps pour son témoignage par rapport aux éléments d'aujourd'hui. Tout d'abord, se souvenir que, comme pour le travail en présentiel, le travail à distance, il n'est ni favorable ni défavorable a priori, mais qu'il va dépendre de la manière dont il est mis en œuvre. Le deuxième point, c'est que les intentions, les motivations ou les attentes que vous avez en tant qu'entreprise vis-à-vis de ce mode d'organisation du travail devraient être identifiées, vérifiées, par exemple par aussi le biais d'une analyse risque-bénéfice de type SWOT, par exemple, où on va regarder quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de ce mode d'organisation du travail. Le troisième point, c'est que les cultures de travail et de conduite devraient être suffisamment explicites et formalisées pour permettre un cadre soutenant et qui garantisse en même temps l'identité et l'ADN de votre organisation, mais suffisamment souple pour conserver l'autonomie et la flexibilité nécessaires à l'équilibre des collaboratrices et des collaborateurs. Voilà, je vais donner la main à mon invité du jour, Bertie Descamps, qui va nous parler de son expérience au sein de son organisation. Merci beaucoup, Annie. Peut-être juste avant de passer la main à Bertil, c'était très intéressant. J'espère que vous avez tous beaucoup appris avec ce que Annie vient de nous présenter. Il semblerait qu'il n'est pas possible de poser des questions dans le chat. Alors, si quelqu'un veut poser des questions, vous pouvez utiliser la fonction « Lever la main » en bas, vous verrez. Et dans le cas échéant, on activera le moyen où vous pouvez poser des questions. Et on a aussi prévu à la fin, si jamais on a encore un peu de temps, pour ceux qui le souhaitent, de rester avec Annie et Bertil pour poser vos questions en live. Donc, ça peut être aussi une possibilité. Voilà, Bertil, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Bertie Descamps. Je suis chef de secteur recrutement et mobilité maintenant depuis un peu plus de 2 ans chez Terre des Hommes Lausanne, qui est donc une fondation d'aide à l'enfance qui a fêté ses 60 ans. Pour vous donner un peu des chiffres, pour vous figurer la taille de notre fondation, donc on est à peu près 140 employés basés entre Lausanne et Zurich, la grande majorité étant basée à Lausanne. Et on a à peu près 2300 collaboratrices, collaborateurs basés dans nos 38-40 pays d'intervention, donc au niveau international. Du coup, je vais vous parler un peu de notre expérience, nous, sur notre projet institutionnel de mettre en place un nouveau cadre de télétravail. Donc, la motivation par rapport au travail qu'on est en train d'effectuer, qui est en cours encore aujourd'hui, est liée bien évidemment à l'expérience de confinement qu'on a tous vécu et donc à l'expérience de télétravail forcé. À l'issue duquel on a eu quelques effets positifs. Et donc, la direction nous a demandé de pouvoir investiguer et savoir si c'était un enjeu qu'on pouvait mettre en place pour avoir des effets du coup long terme positifs. Alors, on a voulu vraiment intégrer cette réflexion avec l'ensemble, en tout cas, des collaboratrices et collaborateurs. Donc, on a eu l'idée de mettre en place, déjà de se faire accompagner au travers de ce projet qui était mené du coup par notre coordinatrice santé et moi-même pour la partie RH. Et on a été accompagnés par Annie Valène du coup lors de 2 ateliers de demi-journée où on a demandé une participation volontaire de personnes qui pouvaient représenter les différents secteurs départements que compose Terre des Hommes. Donc, ça a eu un franc succès. On a eu une participation de 12 personnes pour le premier atelier et le deuxième également. Et c'était en plein pendant l'été, 27 juillet et 18 août. Et on a tout d'abord posé du coup, voilà, quelles étaient nos intentions, quelles étaient nos motivations pour mettre en place un cadre de télétravail pérenne. Donc, bien évidemment, les motivations, ça rejoint tout à fait ce qu'Annie a pu nous présenter.
Il y avait d'abord une volonté d'amélioration de qualité de temps de travail, de qualité de vie au travail, de santé au travail et d'efficacité par cette qualité gagnée, on va dire. Et aussi une envie vraiment de contribuer à diminuer notre impact et nos actions sur l'environnement. Donc ça a été avec l'amélioration de l'équilibre de vie professionnelle, vie privée, ça a été nos 3 axes, on va dire, de motivation. Ensuite, ces motivations, on s'est rendu compte au cours des ateliers, premiers notamment, on a eu besoin de les réaffirmer. C'était important vraiment de comprendre les enjeux et la volonté qu'on avait derrière ces intentions et ces motivations. Par exemple, l'idée du gain financier n'avait pas été clairement exprimée. Et c'est vrai que s'il y avait un enjeu premier de gain au niveau financier sur les infrastructures notamment, ou autres comme ça peut être présenté tout à l'heure, il fallait que ce soit vraiment pris en compte parce que ça changeait complètement notre approche. Un exemple très concret, si on mettait en place un type d'organisation obligatoire, il est clair que, et si il en découlait un gain, on va dire au niveau financier, eh bien, on devait présenter alors les choses de fait figé. Et les gens n'auraient pas la possibilité de revenir sur leur volonté première de télétravail, puisque les infrastructures étant diminuées, par exemple, on n'aurait plus la possibilité, la capacité de recevoir de nouveau tout le monde au bureau. Ensuite, on a beaucoup travaillé autour de la question de la culture de travail, de la culture de leadership, où on en était dans notre maturité de fondation, d'entreprise pour la mise en place de ce cadre de télétravail. Pour avoir un peu plus d'appréciation par rapport à tout ça, on a fait un sondage entre les 2 ateliers aussi, pour récolter vraiment les envies et puis les souhaits et puis la tendance de nos collaboratrices et nos collaborateurs. Donc, ce qui était très intéressant, c'était que 100% étaient en accord avec la mise en place d'un cadre de télétravail. Et puis, on a demandé un peu voilà, quels avaient été les effets positifs remarqués des personnes dans la mise en place de ce télétravail forcé. Et il en ressort exactement les mêmes tendances qui ont été vues tout à l'heure. Donc, l'efficacité, la productivité, la concentration hein, pour la plupart du coup de nos collègues. Et puis, un impact aussi sur la qualité de vie. Un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée et de ce fait, un stress, une meilleure gestion du stress et moins de stress. Par rapport à cette culture de travail aussi, cette manière dont on fait les choses et dont notre fondation est prête à mettre en place le télétravail, on s'est rendu compte qu'on devait en tout cas mettre un cadre autour des moments de convivialité, des moments de cohésion et des moments de partage en présentiel pour justement préserver cette culture d'entreprise et que ça pouvait être une crainte aussi au niveau des collaboratrices et collaborateurs de perdre un petit peu ça en étant dans une approche télétravail trop à distance et pas assez au bureau. Donc ça, c'était partagé entre en même temps du coup un enjeu très favorable et une crainte de perdre toute cette communication informelle qui aide beaucoup justement à la fluidité des relations au travail. Ensuite, on a remarqué aussi que 97% des répondants avaient dit avoir une infrastructure favorable sur leur lieu de travail, donc ce qui était assez encourageant également pour mettre en place assez rapidement ce cadre de télétravail. Mais qu'en même temps, il y avait, même si le cadre de travail était favorable, il manquait néanmoins, par exemple, quelque chose qui est revenu très régulièrement auquel on n'avait pas forcément pensé, c'était l'assise, le confort de l'assise, donc de la chaise adaptée à la maison. Donc ça, ce sont des détails, mais des détails qui au final comptent pour que justement ça ait un impact, ça garde cet impact positif. Ensuite, sur la culture du leadership, je pense que c'est peut-être le point le plus important qu'on a appris lors de ces 2 ateliers, des échanges riches qu'on a eus avec l'ensemble des personnes participantes.
on s'est rendu compte que peut-être que la culture de travail était assez favorable parce qu'on avait effectivement cette capacité via les outils informatiques, via la mise en place déjà des processus entre les différentes fonctions, supports opérationnels, que ça fonctionnait assez bien, que c'était assez fluide. C'est vrai que nous, on est aussi très en lien avec l'international, donc on a l'habitude de ce travail à distance. Maintenant, au niveau du siège, on a pu constater qu'il fallait vraiment qu'on travaille autour de la co-responsabilité et de la confiance. Alors, le télétravail, c'était déjà quelque chose qui était mis en place chez nous de manière assez pas utilisé de la même façon dans les différents départements. Certains départements l'utilisaient, mettaient en place le cadre qui était du coup lié au RH, avec l'officialisation de la mise en place d'un télétravail pour telle collaboratrice, collaborateur. Mais ce n'était vraiment pas représentatif de l'ensemble de Terre des Hommes. Et que du coup, on n'a pas pu mettre en place un leadership ou en tout cas un accompagnement managérial qui favorisait cette confiance et ce télétravail et puis aussi toute cette écoute qu'on n'a pas puisqu'on est lié au télétravail dans le quotidien, puisqu'on n'est plus dans le même bureau, dans le même environnement, etc. Donc, on sera, je pense, vigilant sur retravailler autour de la question du management, du leadership et le management notamment par objectifs livrables et non plus dans un management plutôt de contrôle comme l'expliquait Annie tout à l'heure. Donc, on sait qu'on doit travailler sur un changement de culture par rapport à ça pour nous donner toutes les chances de réussir dans ce télétravail. Et puis aussi, on a pu prendre conscience du fait que effectivement, on n'a pas tous, et puis même la même personne, à un moment de sa vie, va être très favorable et le télétravail va complètement convenir, puis à certains autres moments, pas du tout. Donc, c'est comment offrir ce maximum de flexibilité tout en gardant cette cohésion et cette culture d'entreprise qui est fondamentale puisque c'est notre ADN. Pour garder les gens du coup sur la même lignée, dans la même vision, avec la même façon, on va dire, de collaborer ensemble à notre objectif qui pour nous, notre mission sociale, du coup l'aide à l'enfance sur nos pays d'intervention. Et tout ça dans des enjeux, bien évidemment, moi en tant que RH, de rétention, d'attractivité et puis d'efficience. Et je pense que c'est très important et sur les facteurs qu'on évoquait tout à l'heure peut-être de gain, la rétention et puis la motivation de continuer à travailler pour l'entreprise pour laquelle on travaille déjà, parce qu'on a un cadre qui nous permet un certain équilibre, qui nous permet la confiance, qui nous permet aussi de la flexibilité, ce qui a été très fortement remonté dans le sondage qu'on a eu chez nous, c'est de pouvoir se voir offrir ce cadre flexible tout en étant bien évidemment en gardant cette productivité, cette efficacité au travail dans les rôles et responsabilités de tout à chacun. Voilà, pour ma part, pour ma contribution par rapport à... Et pour vous dire où on en est aussi, donc on a compilé toutes ces informations. On présente la semaine prochaine un projet du coup de cadre de télétravail à notre direction. Donc voilà, on en est là. Merci beaucoup Bertil. Très intéressant pour aujourd'hui de voir aussi un cas pratique. Donc merci pour tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui. On voit l'importance, et nous on le sent aussi chez Promotion Santé Suisse, c'est peut-être une aubaine pour redéfinir un peu les modes de travail du futur. On parle beaucoup de New Work. Donc là, vous en êtes un exemple concret que vous allez vous adapter et également amener quelques changements culturels. Donc c'est vraiment très intéressant. J'espère qu'en tout cas, tout le monde a apprécié ce témoignage. Voilà, on arrive à la fin de notre webinaire. On est pile poil en termes de timing. On va encore faire, sauf erreur, un petit sondage. Je ne sais pas si c'est moi qui reprends la main. Visiblement, oui. Alors déjà, pour vous indiquer qu'il y a un replay
prévues de cette session. Vous trouverez sur notre site internet, mais également très certainement sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas été beaucoup à poser de questions, donc on verra après si on a encore un peu de temps pour réussir à peut-être poser quelques questions à Annie et Bertil directement. On me mentionne ici l'adresse promotionsanté.ch webinaire télétravail, tout à fait. Alors, on a vraiment le souhait de monter en puissance avec cette série de webinaires, donc on serait très content d'avoir aussi votre feedback et votre retour sur comment vous avez trouvé aujourd'hui ce premier webinaire. Donc, comment évaluez-vous le contenu du webinaire comme première question? Vous pouvez sans autre y participer. Et vous avez une deuxième question. Recommanderiez-vous ce webinaire à quelqu'un? Et ça, on vous encourage vraiment à le faire pour aussi agrandir la communauté des prochains webinaires. Aujourd'hui, on était un peu plus d'une trentaine, donc c'est pas mal pour un début. Et visiblement, la tendance est vers le haut. Donc, le contenu est apprécié pour la majorité d'entre vous, entre très bien et bien. Nous avons environ une quinzaine de personnes et 2 personnes disent suffisant. Donc, ils attendaient très certainement un peu plus. On fera en sorte d'en faire encore plus, promis. Et puis, recommanderiez-vous ce webinaire? Donc là aussi, on est sur oui, oui plutôt. Donc, c'est bien. Et il y en a un qui ne recommande pas le webinaire. Très bien. Donc, je finis de partager les résultats. Donc, ça, c'est pour que vous puissiez avoir un coup d'œil dessus. Voilà. On vous remercie tous infiniment. On espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour terminer, j'aimerais remercier aussi la CVCI Suva, Union patronale suisse et Unisanté, avec qui nous collaborons sur cette série de webinaires. Et comme je l'ai mentionné avant, ceux qui veulent rester peuvent rester online encore 5 minutes. On verra si on allume les caméras ou pas. Ça dépend un peu du nombre de personnes aussi. Si vous voulez poser une question directement à Annie ou à Bertine. Donc, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Si vous partez, on vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine. Alors, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont restés. On attend peut-être encore juste une minute. Je ne sais pas ce que tu en penses, Corinne. Si on veut éventuellement enclencher les vidéos pour créer quelque chose d'interactif. Et les micros. Alors, il y a Bruno Parent qui visiblement avait une question. Moi, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Donc, s'il peut rester, Bruno, vous pouvez rester sans autre. Alors, moi, je propose d'allumer les caméras. Je pense que ça sera plus interactif si personne n'y voit d'inconvénient. Voilà, on voit Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. On vous entend, c'est parfait. Vous pouvez y aller avec votre question. Merci beaucoup. Merci aux deux, à Annie et Bertie, pour leur présentation. Il a été évoqué qu'il y a une jauge à avoir entre le télétravail et le présentiel pour garder cet esprit de culture du travail, d'échange. Est-ce qu'il y a des expériences sur comment, parce que c'est souvent une question des managers, quel dosage de télétravail implémenter dans l'entreprise? Est-ce qu'il faut 20%? Est-ce qu'il faut 40%? Est-ce qu'il faut 50%? Est-ce qu'il faut y aller progressivement? Est-ce que ça dépend du taux de présence de chacun? Est-ce qu'il y a des expériences ou des retours par rapport à cette question?
Alors oui, il y a certains éléments issus de la littérature par rapport à ça, mais effectivement, vous avez raison, le bon taux de télétravail va principalement dépendre de la nature des tâches et plus que des métiers. Donc, plus vous allez avoir de tâches qui nécessitent une collaboration et une interaction étroite, moins le télétravail ou la dose de télétravail sera favorable finalement à l'efficacité et l'efficience. Donc, dans la littérature, on trouve une moyenne de 2 à 3 jours par semaine comme étant, on va dire, une fréquence favorable de travail à distance, mais ceci peut être un peu réduit ou un peu augmenté en fonction justement de la nature de ces tâches. Par rapport au taux d'activité, bien évidemment que si l'on a une personne à 40% ou à 60% et qu'on a 2 à 3 jours de télétravail, on ne peut pas envisager qu'elle les passe tous à la maison, puisque la construction, la co-construction, la collaboration nécessite du présentiel pour entretenir ces cultures de travail de manière adéquate. Merci beaucoup. Si je peux juste compléter, j'ai une expérience personnelle où j'étais beaucoup au télétravail par le passé. Moi, personnellement, quand ça excède 2 à 3 jours, ça devient compliqué. Je trouve qu'il faut absolument avoir le contact avec les collègues et il faut trouver un mix et c'est très personnel ce mix. Et je pense que, comme disait Annie, c'est beaucoup dépendant de la culture d'entreprise. Et je ne crois pas qu'il y ait une règle, mais voilà, 2 jours plus 3 jours en présentiel, on arrive à quelque chose de pas mal, je pense. Merci. C'est rien. Voilà, est-ce qu'on a encore une question? Je vois qu'il y a encore du monde qui est resté également. Je ne sais pas si Romain, Nicole souhaitent dire quelque chose. Vous pouvez lever la main en bas. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas si on allume les vidéos de tout le monde. Voilà, encore quelques. Donc, on me mentionne qu'il faudrait plutôt lever la main si vous avez une question. Donc, vous êtes en bas du menu, vous verrez le moyen de lever la main. Je propose qu'on laisse encore 1 ou 2 minutes. Corinne, je te laisse regarder si quelqu'un a levé la main. Moi, je ne le vois pas forcément. Je vois qu'il y a encore quelques personnes, en tout cas, qui sont en ligne. Sophia, Steve, Romain. Voilà, les gens partent gentiment. Je crois qu'on est au bout. En tout cas, personne n'a levé la main. Il n'y a plus de questions. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Encore un grand merci à tout le monde pour votre participation active. Merci à Annie, merci à Bertil. Passez un bel après-midi et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde.